Je m'appelle Jean-Pierre Roy. En 2003, j'ai eu la chance de réaliser un reportage d'affaires publiques pour l'émission Enjeux de Radio-Canada. Un reportage sur les supposées dérives de la psychothérapie au Québec. On y abordait, entre autres, le manque d'encadrement relié au titre de psychothérapeute. Aujourd'hui, les choses ont bien changé, surtout avec l'arrivée de la loi 21 qui supposément encadre mieux la pratique de la psychothérapie. Mais qu'en est-il vraiment? La loi 21 a été saluée très positivement. Écoutez, ça a été à l'unanimité. Les professionnels étaient contents. Yves Corneau, vous êtes psychanalyste jungien reconnu par une école de Zurich, une école internationale. Oui. Vous êtes auteur, conférencier. Oui. Aujourd'hui, pourriez-vous pratiquer au Québec? Non. Bien que moi, je trouve que ma formation est amplement suffisante. J'ai quand même 10 ans d'études universitaires derrière moi. Et tout à coup, ta formation, elle vaut plus rien, à moins que les gens soient déjà psychologues d'abord. Et donc, ou médecins. Donc, c'est un petit peu amer par rapport à tout ça. En 1800, c'est le début de l'industrialisation ici au Québec. On ouvre le canal de la Chine, on a des forêts qu'on exploite et surexploite, et de plus en plus de cultivateurs doivent aller dans les forêts durant l'hiver. Et ça s'est accéléré jusqu'à la Confédération 1867, où les chemins de fer ont provoqué un boom industriel. Cette industrialisation accélérée, on le voit à Montréal. Montréal était une ville d'une cinquantaine de mille habitants et rapidement atteint le 100 000, 200 000, 300 000. En 1921, le Québec devient majoritairement urbain. C'est le legs d'une industrialisation sauvage qui s'est faite sur le dos des hommes et des femmes qui l'ont fait, cette industrialisation-là. Le monde du travail, c'était des conditions d'une grande brutalité. Les travailleurs meurent au travail, les enfants meurent au travail, et ça ne provoquait pas d'indignation. Bref, cette urbanisation accélérée fait en sorte qu'il y a l'émergence d'une conscience ouvrière qui se fait au Québec. Les travailleurs et les travailleuses ont décidé, sur leur propre base, de s'entraider. Des mutuelles, qui étaient déclarées illégales d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas le droit de collectivement organiser le travail. Les lois interdisaient la formation de syndicats. On n'en voulait pas parce qu'on disait que l'action collective nuit à la liberté du commerce. Donc, jusqu'en 1873, cette liberté du commerce permettait n'importe quoi. La question légale de former des syndicats, cette question-là a été décriminalisée en 1873 par le gouvernement fédéral dans le Code criminel. Ça a permis l'émergence de syndicats. Fin du 19e siècle, émerge la volonté de créer des syndicats dits nationaux. Alors, dans la chaussure, le textile, dans le vêtement, principalement à Québec, un peu à Montréal, un peu dans l'agroalimentaire, mais véritablement, c'est au tournant du 20e siècle qu'émerge un mouvement syndical national au Québec. Les gens ont dit, il faut faire quelque chose, ça n'a pas de bon sens, il y a des limites à l'exploitation aussi sauvage. Fondamentalement, les gens ne veulent plus mourir au travail, ne veulent plus être mutilés, ne veulent plus être blessés et subir une extrême pauvreté, une misère noire, parce qu'il n'y a aucun moyen prévu pour défendre les travailleurs qui sont blessés. Done deal. C'est fait. À Montréal, tu te promènes partout en couronne et tout ça, ça parle que l'anglais dans les commerces. Carrefour Laval, à Laval, à Brossard, ça parle anglais. Mais Martin, t'amènes un bon point. La Sainte-Catherine. En 5 ans, pas dans des décennies, Montréal va être une ville d'abord
anglophone, si on se fie à cette étude. Toute la région métropolitaine est en train de s'angliciser à la vitesse C'est grand plus V. juste l'île, dans le Non, ça s'anglicise, tu le sais, t'es témoin de ça, toi, depuis que t'es en ville. Puis avant, t'étais dans... Un peu surpris ce matin de voir jusqu'à quel point on bafouait la langue française au cœur même de la ville de Montréal. Au centre-ville de Montréal. Ça fait beaucoup réagir. Les gens ça fait t'adressent la beaucoup parole réagir. en anglais carrément, Mario, dans les commerces. 40% des Anglo-Lavallois sont issus de l'immigration. Donc, c'est pas des anglophones de souche, ce sont des immigrants qui parlent anglais au Les Québec. francophones de langue maternelle à Montréal sont minoritaires. Là. Ils sont minoritaires. C'est grave. Là. On est en train de perdre la métropole. Même au Québec où nous sommes majoritaires, on nous impose l'anglais. On vous impose. Mais nous imposer... Vous êtes pitoyable, je vais pleurer, vous allez me faire pleurer. On vous a imposé l'anglais. Oh mon Dieu, pauvre de vous, pauvre de tous ceux qui ont... On nous l'impose encore plus aujourd'hui. Ben, les Québécois sont assez intelligents pour vouloir apprendre l'anglais. C'est pas imposé, ils le veulent. Mais non, avec la mentalité intégriste actuelle, non, attention, c'est comme quand on voit une souris puis on grimpe dans les dos. L'anglais, sur le mur, il y a des mots d'anglais, mon Dieu. Oh, l'anglais est aussi grand en lettres que les lettres françaises. Quelle horreur, j'en ai mal au cœur. Je suis en train de perdre mon identité. Montréal est en guerre, chaque rue est une tranchée. On faisait d'affaires, c'est ça le vrai danger. Finir étranglé, de plus en plus étranger. Exilé de l'intérieur et du réel retranché. En banlieue réunis, on n'a pas compris. Ton voisin, ton ami, à l'abri derrière le coupe-feu. Loin du conflit, pas des motos pis des gangs de rue. Du combat essentiel à notre survie. L'œuvre de Locolocas est basée sur la résistance puis sur la dignité. Alors, moi, j'ai ma situation de minoritaire menacée. Elle me nourrit comme créateur énormément. Montréal, ville, visage de notre aliénation. Toujours à son acmé. Elle a nié, c'est masqué l'acmé. Sous 20 couches de festivités spectrales. Le coloniser, le botomiser. L'ensemble de notre œuvre à Locolocas, c'est pour essayer d'insuffler de la dignité aux Québécois. En tout lieu, en tout temps et en toute posture. T'sais, toutes nos chansons, ça revient à ça, ultimement. Parce que je trouve qu'on en manque. N'es-tu pas en train de crier que son peuple se meurt? Condamné par le doute, immobile et craintif, je suis comme mon peuple, indécis et rêveur. Je parle à qui le veut de mon pays fictif, le cœur plein de vertige et rongé par la peur. Écoute, faut qu'on écoute. Si ce putain de tabou, il nous pousse à bout. De bout, toi c'est tout. On s'est tout revenu de tout, on est parvenu au bout. Moi, la langue, je la brandis. Je la brandis comme une épée pour fendre le silence et la bêtise. Moi, j'ai une dynamique offensive avec la langue. J'ai pas une dynamique de repli dans un tunnel. Moi, j'attaque avec la langue, puis je sors au grand jour. No, you don't have a fucking clue. Ce monde est en guerre, elle est en chacun de nous. Rentrez derrière nos arts décomplexés, affranchis, affairés, toute frontière franchie et parée. Cette semaine à Enjeu, thérapie dangereuse. Un reportage choc sur des pratiques douteuses de certains psychothérapeutes. Elle est terrifiante, cette thérapeute-là. Tu peux imaginer une bouche sur ton nuage pour qu'il te parle, pour qu'il communique avec toi. J'ai jamais vu dans ma vie une personne si peu écoutée. Bonsoir, ici Alain Gravel. Bienvenue en Jeu. Si vous n'avez jamais suivi de thérapie, vous connaissez sans doute des gens dans votre entourage qui l'ont fait. Consulter un psy aujourd'hui pour des raisons personnelles ou de santé mentale n'est plus aussi tabou qu'autrefois. D'ailleurs, le nombre de thérapies qui existent est renversant. Il y en a plus de 200. Et le nombre de psychothérapeutes qu'on retrouve au Québec dépasse les 6 000, excluant les psychologues et les psychiatres. Dans son enquête, Enjeu a découvert que n'importe qui au Québec peut porter le titre de psychothérapeute et que leurs pratiques sont parfois douteuses. Mes collègues Claire Frémont et Jean-Pierre Roy sont allés jusqu'à enregistrer des séances de thérapie. Ce qu'on y entend donne froid dans le dos. Alors, avant de mettre vos problèmes dans les mains de n'importe quel psychothérapeute, regardez bien ce reportage. Aucun organisme de surveillance ne contrôle le travail des psychothérapeutes, ni ne prend les plaintes envers ceux qui œuvrent sans le couvert d'un ordre professionnel.
S'il y a des normes strictes pour devenir psychiatre ou psychologue, il n'y en a aucune pour être psychothérapeute. N'importe qui peut devenir psychothérapeute. La preuve, je me suis autoproclamée psychothérapeute et personne ne m'a importunée. J'ai fait imprimer des cartes d'affaires, j'ai passé une annonce dans un journal connu et j'ai même loué un bureau. Et ça, c'est tout à fait légal. Rien de plus simple. Bonjour, entrez. Bonjour, M. Sparer. Bienvenue dans mon bureau de psychothérapeute. Si vous voulez bien aller vous asseoir. Oui. Évidemment, il n'était pas question que je reçoive de clients dans mon bureau, mais j'en ai profité pour y rencontrer le directeur des communications de l'Office des professions du Québec. J'ai un beau bureau. C'est cet organisme qui a le mandat de régler la question du titre de psychothérapeute, et ça, depuis plus de 10 ans. Monsieur Sparer, je vous montre, j'ai une carte à mon nom de psychothérapeute. Oui. J'ai mon enregistrement comme psychothérapeute. Vous pouvez regarder. J'ai passé une annonce dans le journal comme psychothérapeute. Je n'ai aucune formation et je peux en ce moment, en toute légalité, recevoir des clients. Trouvez-vous ça normal? La saison 2003 sera la dernière des monoplaces aux couleurs de Players dans la série kart, le plus haut échelon du sport automobile en Amérique du Nord. En raison du resserrement des lois canadiennes anti-tabac, Players devra mettre fin à une association qui avait débuté en 1995 avec l'écurie Forsyth. Pour les pilotes québécois Patrick Carpentier et Alexandre Tagliani, la situation n'est pas si inquiétante puisqu'ils sont sous contrat avec l'écurie Forsyth et non avec Players. En revanche, le retrait définitif de Players signifiera que son programme de développement des pilotes par lequel sont passés plusieurs grands noms du sport automobile canadien est désormais chose du passé. Pour la relève, il s'agit d'une bien mauvaise nouvelle et les jeunes pilotes les plus prometteurs ne peuvent espérer qu'une chose, que d'autres entreprises reprennent là où Players a été forcé de s'arrêter. Les années qui s'en viennent vont être des années très difficiles pour les pilotes québécois qui veulent accéder au niveau où moi et Alex, on est dans la série 4. Je crois que ça va être extrêmement difficile de percer en sport automobile au Québec et au Canada sans l'appui d'une filière comme celle de Players. Il va toujours avoir des pilotes qui vont se permettre, avec des fortunes de famille, des fortunes de mécènes, pour compétitionner. De là à avoir des pilotes qui vont se produire au niveau professionnel et au niveau international, je ne peux pas voir comment ça peut se faire sans l'avenue d'une filière importante comme Players avait. Non seulement Players soutenait des acteurs, mais aussi aidait en quelque sorte à mettre la table pour le championnat, pour le sport automobile au Canada. Et la perte d'un acteur aussi important du sport automobile se doit d'être inquiétante. C'est très, très dommage parce que ça a beaucoup aidé le sport automobile et le sport en général. Donc au Canada, ça a beaucoup aidé des jeunes sportifs. Et tout ça va disparaître, donc oui, c'est malheureux.